Tu as une idée de roman. Elle te trotte dans la tête depuis des semaines. Tu vois des scènes, des personnages, une atmosphère, une ambiance, bref, tu sais que ce roman-là, il faudrait que tu l'écrives. Et si je te disais que dans la plupart des cas, eh bien ton idée, elle ne passera pas le chapitre 3. Pas parce que tu écris mal, mais juste parce que ce que tu as en tête, eh bien ce n'est pas encore un roman. C'est une image, c'est une ambiance, c'est un début. Mais un début, eh bien, ça dure pas 300 pages. Alors aujourd'hui, je te propose 12 questions pour tester ton idée et voir si tu vas vraiment y engloutir 6 mois de ta vie. Tu vas voir que les 4 premières questions testent plutôt ton histoire, les 4 suivantes tes personnages et les 4 dernières, c'est toi qu'elles testent. Et crois-moi, c'est souvent là que le bas blesse. Avant de passer à la question numéro 1, eh bien, il y a la question 0. Et la question 0, elle va pas plaire à tout le monde. C'est un peu le zéro absolu. Ça fait froid dans le dos. Parce que la question 0, elle met en perspective ce que tu as déjà écrit. Et si tu me dis que tu n'as jamais rien écrit et que tu te lances sur une fantaisie en 3 tomes de 600 pages chacun, bon, je ne vais pas te dire de ne pas le faire. Parce que soyons clairs, on me sort le même conseil depuis la nuit des temps. Pour bien faire, il faut commencer par des nouvelles. C'est faux. Écrire une nouvelle, c'est super compliqué. Ce n'est pas du tout la même technique narrative qu'un roman, donc ce n'est pas plus simple qu'un roman. C'est juste moins long à écrire. Et puis honnêtement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les auteurs édités ont commencé par éditer un premier roman qui souvent était raté. Et c'est parce qu'il était raté qu'ils ont appris des choses et qu'ils ont pu progresser. Alors ma position, c'est la suivante. Si tu as envie de te lancer dans un roman et que c'est ton premier roman, ton premier écrit, ok, libre à toi. Mais sois conscient d'une chose, c'est qu'un roman, ce n'est pas une nouvelle en plus long. Une nouvelle, c'est un sprint, un roman, c'est un marathon. Donc le problème, c'est pas de courir vite. Le problème, c'est de tenir longtemps. Et ça, on va voir ça dans la dernière partie. Et les 12 questions qui suivent, eh bien, elles vont tester ça. Si tu es capable de durer assez longtemps pour finir ton roman. Bref, est-ce que ton idée peut tenir la distance? Première partie, on va parler de ton histoire. Question numéro 1, dis-moi, ce que tu as en tête, c'est une intrigue ou c'est une collection de moments? Parce que ça, vois-tu, c'est le piège numéro 1. Dans ta tête, tu vois une scène. Ton héroïne est sous la pluie, au milieu de la gare, et elle déchire une lettre. C'est vraiment dramatique. C'est beau, c'est fort, c'est limite du cinéma. Mais ça, c'est un moment, ce n'est pas un roman. Une intrigue, c'est un fil qui relie quelqu'un qui veut quelque chose à quelque chose qui l'en empêche. Et chacune des scènes que tu vas écrire va tirer sur ce fil. Alors, premier test pour toi. Prends 3 scènes que tu as déjà dans ta tête à propos de ton roman. Est-ce que tu es capable de me dire ce qui relie ces 3 scènes? Je te parle pas de me dire ça se passe au même endroit ou c'est le même personnage. Non. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les causes et les conséquences qui relient ces 3 scènes. Parce que si la scène A n'emmène pas vers la scène B, eh bien, l'intrigue, pour l'instant, elle n'existe pas. Tu as dans ta tête ce qu'on appelle un mood board. On va passer à la deuxième question et je vais te demander dans cette deuxième question, c'est est-ce que ton conflit est durable? Il y a énormément d'idées de romans que l'on a qui peuvent se résoudre en une seule scène de discussion entre les 2 bons personnages. Genre, elle croit qu'il l'a trahi, mais une bonne discussion au chapitre 2 et tout est mis à plat et le couple reprend son envol comme d'habitude. Eh ben, si le malentendu saute aussi simplement que ça, ce n'est pas une intrigue non plus. Parce que dans ce cas, ton intrigue, elle tient uniquement parce que les personnages refusent de se parler. Et il n'y a rien de plus exaspérant pour le lecteur que de se dire pendant 250 pages « Mais parlez-vous, vous allez voir, tout va bien ». Un conflit durable, c'est une situation qu'une simple discussion ne peut pas résoudre. Soit parce que les 2 camps ont raison, mais chacun de leur côté, soit parce que l'un des protagonistes a beaucoup trop à perdre à dire la vérité ou à accepter que l'autre a raison. Rappelle-toi du Comte de Monte Cristo. La vengeance d'Edmond Dantès, elle ne peut pas se résoudre en une seule discussion. Le mal est fait, il est irréversible, maintenant il va falloir le faire payer à quelqu'un. Chaque vengeance qu'il met en place en déclenche une autre, et ça dure pendant tout le roman. La question numéro 3 attaque un point relativement crucial de cette vidéo, et pose simplement la question de est-ce que tu es capable de rédiger ta prémisse? La prémisse, c'est le fait de pouvoir résumer son roman en une seule phrase. C'est un exercice qui est difficile et sur lequel butent beaucoup d'auteurs. C'est pas un résumé, c'est pas un synopsis, c'est pas une 4e de couverture. C'est une phrase en fait avec 4 ingrédients. Un personnage, un désir, un obstacle, un enjeu. Je te fais un exemple. Un père recherche son fils poisson clown dans tout l'océan
malgré sa peur panique de l'extérieur, parce que c'est le seul fils qui lui reste. Tu as reconnu, c'est bien la prémisse de Nemo. Alors maintenant, éventuellement, tu essayes de mettre la vidéo en pause et tu essayes de mettre les 4 ingrédients dont je t'ai parlé dans une seule phrase. Est-ce que tu as ta prémisse? Si tu n'y arrives pas, c'est pas que ton idée, elle est nulle, très loin de là. C'est juste qu'elle n'est pas encore assez claire dans ta tête. Et le problème, c'est qu'une idée qui est floue au départ, au chapitre 12, tu commences à tourner en rond et à plus savoir quoi raconter. La prémisse, c'est en quelque sorte ta boussole. Tu vas écrire ta phrase, tu vas la placarder au-dessus de ton bureau et dès que t'es perdu, tu la regardes pour savoir dans quel axe tu vas, dans quelle direction tu vas. Question numéro 4 et dernière question sur ton histoire. Est-ce que ton univers est singulier? Alors attention, je te demande pas si ton univers est original parce que selon moi, on peut plus vraiment trouver de choses originales, à moins de partir dans d'énormes délires créatifs qui vont perdre ton lecteur très très vite. Non, moi ce que je te demande, c'est si ton univers est singulier. Est-ce qu'il y a une saveur? Est-ce qu'il y a une patte? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton imaginaire qui va faire dire au lecteur « Oh tiens, ça c'est sympa, je vais m'en rappeler, c'est donc mémorable ». Et éventuellement, on va pouvoir peut-être même reconnaître ton style et ta patte dans cet univers. Je te fais un petit exemple. Si je te dis, c'est l'histoire d'une disparition dans un village, c'est pas très attractif. Par contre, maintenant, si je te dis, c'est l'histoire d'une disparition dans un petit village dans lequel tous les habitants fabriquent de fausses reliques religieuses. Là, tu commences à te dire qu'il va y avoir plein de choses à dire sur ce village. Le village est limite un personnage. Tous les habitants sont peut-être des faussaires. Quelle est cette religion dont on fait des reliques ? Pourquoi la personne a-t-elle disparu? Moi, ce que je te propose, le plus simple, c'est de décrire ton univers en 1 ou 2 phrases à quelqu'un dans ton entourage et de voir quelle expression il a sur le visage. Si jamais il s'exclame « Ah bah oui, c'est comme dans » et qu'il te sort le titre d'un film ou d'un livre, c'est que ton univers n'est pas assez singulier. Mais ne désespère pas, tu finiras bien par trouver la saveur de cet univers. Occupons-nous maintenant de tes personnages. Oui, j'avoue, c'est l'un de mes dadas. On va passer pour cela à la question numéro 5. Est-ce que ton personnage porte en lui une contradiction? Parce que franchement, un personnage qui est cohérent et qui est lisse d'un bout à l'autre, qu'est-ce que c'est chiant. Ce qui rend un personnage vivant, c'est parfois la guerre qu'il mène contre lui-même. Par exemple, c'est le flic qui cherche la vérité, mais qui est porteur d'un gros mensonge. Ou encore, pour les fans de romance, c'est l'héroïne qui tombe amoureuse de l'homme qu'elle devrait haïr. L'un des personnages extrêmement contradictoires et qu'on connaît tous, c'est Severus Rogue. Pendant 7 tomes, il déteste Harry Potter, mais fera tout pour lui sauver la vie et le protéger. Bref, la contradiction, c'est un carburant qui fonctionne super bien pour tes scènes. Tu ne sais plus vraiment où tu en es, tu ne sais plus vraiment quoi écrire. Place un personnage avec de jolies contradictions face à une situation où il est incapable de choisir. Et tu vas voir que quand 2 vérités s'affrontent, ta scène, elle s'écrit un peu toute seule. L'un des points clés qu'on va aborder dans la question 6, c'est de savoir si tes personnages ont changé entre le début et la fin de ton roman. Et pour ça, il y a un test très simple à faire. Place ton héroïne du début à la fin de ton roman et demande-toi si elle aurait agi de la même façon que ce qu'elle fait à la fin, bien sûr. Si ton héroïne agit de la même façon au début ou à la fin de ton livre, c'est qu'elle n'a pas évolué et c'est que ton roman n'a pas servi à grand chose pour elle. Or, ce que cherche le lecteur, c'est de voir la transformation des personnages. Si tes personnages restent les mêmes, c'est beaucoup moins palpitant pour le lecteur. Contrairement à ce que pensent beaucoup de jeunes auteurs, ce ne sont pas les twists, les rebondissements et les événements qui maintiennent l'attention du lecteur, mais bien la transformation et les émotions. Et si tu te dis que ton personnage du début du roman, c'est le même que celui qui est à la fin, tu nous auras créé surtout un joli feu d'artifice. C'est joli, c'est bruyant, mais à la fin, il reste pas grand-chose dans le ciel. Évidemment, on ne va pas parler que des personnages principaux. Alors, question numéro 7, les personnages secondaires, bien sûr. À quoi est-ce qu'ils servent dans ton roman? Parce que on a tous créé le meilleur pote honnête, la collègue sympa, la mamie qui écoute, le frère que l'on voit 2 fois, et on ne sait pas pourquoi il était là. Franchement, ces personnages qui n'ont aucun impact sur l'intrigue, moi je les appelle volontiers des PNJ. Des personnages non joueurs. Le genre de personnages que l'on retrouve dans les jeux vidéo, vous savez, avec un petit point d'interrogation au-dessus parce qu'ils sont porteurs d'une quête. Et encore, quand ils sont porteurs d'une quête, on a de la chance. Bref, ton personnage, s'il ne fait que remplir un décor, écouter et juste réagir à ce qu'on lui dit, c'est pas super intéressant comme personnage secondaire. Alors du coup, tu vas me dire, oui, mais du coup, je fais quoi? La première solution, c'est de fusionner tes personnages secondaires. Les 3 nanas, là, qui sont les meilleures potes de ton héroïne, peut-être qu'elles ont chacune des choses intéressantes à amener, fusionne-les, crée un seul personnage, beaucoup plus caractérisé, beaucoup plus intéressant, et du coup, qui sera beaucoup moins un PNJ. Et si jamais tu ne peux pas fusionner tes personnages, dans ce cas-là, il est très important de leur donner un levier sur l'intrigue. Oui, ok, le meilleur ami, c'est celui qui écoute sans rien dire, sauf que
il va tout répéter à la mauvaise personne. Et du coup, tu as un personnage qui sert ton intrigue. La question numéro 8 n'est pas la plus facile. Elle réinterroge ton roman, mais aussi à travers tes personnages. Est-ce que ton roman porte un message ? Est-ce que ce message est porté par tes personnages ? Est-ce que ton histoire interroge quelque chose sur notre monde ? Tu vas me dire que dans l'imaginaire, ce n'est pas obligatoire. Et pourtant, très souvent, il y a une critique sociale ou bien tout simplement une ouverture vers des différences qui sont simplement là pour faire progresser, on va dire, les lecteurs. Les romans posent souvent des questions sur des thèmes très généraux et qui ont souvent un impact direct dans nos vies. La jalousie, le deuil, l'affiliation, le pouvoir, le désir, la mémoire, la honte. Tout ça, c'est des thèmes qui peuvent être questionnés dans ton roman. Et on n'est pas obligé de partir sur des trucs extrêmement philosophiques. Par contre, ce que toi, tu n'as pas le droit de faire, c'est de faire en sorte que le narrateur donne son avis et des solutions. Parce que ça va être profondément ennuyant pour ton lecteur. Le lecteur ne cherche pas une leçon de morale quand il ouvre un livre. Il cherche plutôt à ce qu'on le questionne et à établir peut-être des comparaisons entre sa propre vie et la vie des personnages dans ton roman. Or, si tu lui imposes ta vision des faits, si tu lui présentes par exemple un collégien qui est harcelé dans son collège et que déjà au deuxième chapitre on dit que c'est mal, sans s'être questionné du tout sur ce qui se passait autour, en fait le lecteur il a déjà la réponse, qu'est-ce qu'il va lire les 300 pages restantes ? Donc on évite d'être moralisateur, on évite d'être prévisible, parce que finalement personne n'a envie de payer un roman 20 € pour subir une leçon de morale. Si je caricature un peu, un bon roman va poser une question, là où un mauvais roman va te donner des réponses. Ah, on arrive au 3e bloc de questions, celui où je t'ai dit dès le début qu'il allait éliminer beaucoup d'idées de romans. Pas parce que l'idée du roman est mauvaise, mais parce que ce roman-là n'est peut-être pas pour toi. Alors question numéro 9, on va s'interroger sur le nombre de scènes qu'il va y avoir dans ton roman. Là tout de suite, si tu fermes les yeux, combien de scènes vois-tu très clairement derrière tes paupières ? Je te parle pas d'ambiance, d'atmosphère ou de vague idée. Je te parle vraiment de scènes qui sont construites dans ta tête. Avec une confrontation, une révélation, un twist, une action, un renversement, un moment d'intimité peut-être. Si tu ne vois que le début ou que la fin de ces scènes, ça veut dire que ton matériau pour l'instant est trop maigre pour finir en roman. C'est un peu comme si dans ta tête pour l'instant tu avais un court-métrage et pas du tout de quoi faire un film de 3 heures. Petit test pratique, tu peux mettre la vidéo en pause là aussi pour le faire. Liste sur un papier l'ensemble des scènes auxquelles tu penses. Si sans forcer, tu n'en trouves pas au moins une quinzaine, ça veut dire que pour l'instant tu es un petit peu short pétrole pour te mettre à écrire. Attention, ça veut pas dire que ton histoire n'est pas bonne. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas prête. Passons à la question numéro 10. On va parler des twists dans ton roman et pour cela, je vais te demander d'aller les raconter à quelqu'un. Ouh là 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 là. Alors là, je te vois venir, c'est l'affolement. Première chose, non, tu ne les racontes pas à ta mère, à ton oncle ou à ton conjoint qui lit 2 romans par an, non. Tu vas les raconter à quelqu'un qui est habitué du genre. Va chercher Tata Michel qui lit 100 polars par an et parle-lui du tien que tu as envie d'écrire. Va chercher ta meilleure pote qui lit des pavasses de fantaisie et raconte-lui ton univers et ton histoire et tout particulièrement ces twists et ces rebondissements que tu as envie de mettre en place. Raconte ça doucement pour laisser le temps à ton interlocuteur d'intervenir et de peut-être émettre des hypothèses sur les twists. S'il arrive à tous les trouver, c'est que ça manque un petit peu de singularité. Et il faut le dire, quand le lecteur arrive à deviner tous les twists, ce n'est pas un roman mémorable qui va lui rester en tête. Et puis je te vois bien paniquer. Oui, je vois tout de suite là ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais si je raconte mon roman, on va me voler l'idée. Mais non, bien sûr que non. Déjà parce que la personne à qui tu vas le raconter, elle écrit pas forcément. Et puis ensuite, donne à 10 auteurs la même prémisse, et tu vas voir que tu vas avoir 10 romans différents. Parce qu'en fait, ce qui fait l'originalité d'un roman, ce n'est pas son histoire en elle-même, mais c'est la façon dont elle a été racontée. Et franchement, je l'ai expérimenté, et garder son idée secrète, c'est se priver d'énormément de possibilités d'évolution de son roman. C'est aussi une bonne façon de découvrir ses propres faiblesses une fois qu'on a déjà écrit 200 pages. On passe à l'avant-dernière question. Question 11. Est-ce que tu t'imagines écrire 300 pages sur ce roman? Pas 30, 300. Et ça, sans broder, sans redire les choses 20 fois. Bref, sans chapitre où il ne se passe rien. Il y a certaines idées qui auraient pu être de magnifiques nouvelles et qu'on a torturées pour les allonger et en faire des romans. Généralement, ce ne sont pas des romans qui ont beaucoup marqué leur époque. Le lecteur sent qu'il y a une forme de délayage, un peu comme si on rajoutait de l'eau dans la soupe.
Alors, si avec les questions que je t'ai déjà posées dans cette vidéo, tu te rends compte que ton conflit est un peu léger et que tu manques un peu de scène, dis-toi bien que si à cette question-là, tu te dis « Oula, 300 pages, ça me paraît beaucoup », c'est signe que ce n'est pas un roman qu'il te faut. Pourquoi ne pas te diriger plutôt vers une novella? En plus, en auto-édition, eh bien c'est un genre qui fonctionne plutôt bien. Et on arrive à la 12e question, la question qui pique, la question qui est pour toi. Est-ce que tu t'imagines écrire ce roman pendant les 6 prochains mois, voire pendant la prochaine année ou plus? Est-ce que tu as envie de te lever tous les jours, quelle que soit ta météo intérieure et extérieure, pour retrouver les mêmes décors, les mêmes personnages, la même intrigue et t'arracher les cheveux dessus? Attention, hein! Je ne te parle pas de fantasmer sur l'idée d'être un écrivain, sur l'idée que tu vas te lever pour écrire tous les jours, sur l'idée que tu rencontreras ta muse et toutes les autres choses fantasmagoriques que l'on peut inventer au sujet de notre métier. Je ne te parle pas de fantasmer sur tes prochaines dédicaces en librairie. Non, non. Moi, je te parle de l'histoire que tu vas écrire, de l'intrigue que tu vas développer et du fait qu'il va falloir t'y tenir pendant des semaines, des mois, peut-être des années pour réussir à faire aboutir ton projet. Parce que soyons clairs, si tu as une idée brillante, mais qu'au bout de 3 semaines tu t'ennuies, eh bien même si tu arrives à la sortir et à l'écrire jusqu'au bout, le lecteur va sentir que tu n'avais pas envie de le faire et ça fonctionnera jamais très bien. Mieux vaut un roman avec une idée un peu moyenne, mais qui va t'obséder pendant suffisamment longtemps pour que tu l'améliores et que tu arrives au bout, qu'un roman avec une idée brillante, mais qui va finalement t'ennuyer et que tu vas peiner à finir. Alors dis-moi, toujours en vie? Tu as survécu à mon petit questionnaire de 12 questions? Si tu en as raté quelques-unes, du moins s'il te semble que tu en as raté quelques-unes, surtout pas de panique. Un roman, ça ne naît jamais en étant complet dans la tête de l'auteur. Ces questions, elles sont pas faites pour que tu jettes ton idée à la poubelle. Ces questions, elles sont plutôt faites pour t'aider à faire mûrir les parties qui sont encore pour l'instant un peu trop faiblardes. Et ça, avant que tu engages 6 mois de ta vie. Alors dis-moi en commentaire quelle question tu as trouvé la plus compliquée, la plus difficile, là où finalement tu as été un peu coincé dans tes idées de roman. Moi, je te parie que faire la prémisse ou répondre à la question 9 sur le nombre de scènes aura certainement coincé pas mal d'entre vous. Et si jamais tu es à ce stade où tu penses que ton roman est validé, que tu as ton intrigue, mais qu'au niveau du plan tu rames un peu, je te rappelle que j'ai une vidéo qui est extrait en fait de l'un de mes derniers campus d'écriture qui te montre un petit peu comment passer d'un plan flou à un plan béton, avec des expériences d'auteur à la clé bien sûr. Et enfin, je te le dis en une phrase, mais si tu veux confronter ton idée à un regard professionnel, je te rappelle que je fais des coachings, donc n'hésite pas à prendre contact avec moi, je te mets un lien dans la description juste en dessous. J'espère que tu auras trouvé cette vidéo inspirante, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, on est bientôt à 1000 abonnés, donc tu seras peut-être le 1000e, je ne sais pas. Et moi je te dis à très bientôt, et comme toujours, bisous bye.